Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où trois charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Oh, wow! Ah non. Oui, Non. c'est comme ça que ça commence, Comme du monde. Maintenant, t'es-tu game, Julien, à chaque épisode, de commencer avec ça, s'il te plaît? Pas de problème. On va avoir un copyright infringement de penses? Korn. C'est pas Korn, c'est pas Korn? Disturbed. Ouais. Hey man, C'est excuse-moi là. On est dans les mêmes eaux là quand même. Je sais pas si tu peux copyright un... Un son de bouche? Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu penses que Korn... Il y a même pas de mots. Korn doivent de l'argent à Disturb, puis Disturb doivent de l'argent à Korn parce qu'ils font juste la même crise. Dans un loop infini Ouais, de devoir de l'argent. copyright. Korn, si Kid Rock doit de l'argent aux deux parce que... OK, c'était notre intro Musical. nous metal, New metal. rap metal. Passons à autre chose. Hey, Ouais. moi, je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui en entrée de jeu, qui est une surprise pour vous parce que clairement, tout à l'heure, j'ai dit « je vais parler de ça », puis vous avez dit « What the fuck est ça? » Mais parlons-en, Ouais. ma foi. Moi, ma découverte de cet été, découverte 2024 de la vie et de l'art. Pourquoi t'attends le mois d'octobre pour nous parler de ta découverte de cet été? Parce qu'on est occupé, Julien, là. On a des vies bien remplies. À chaque fois qu'on arrive pour parler au micro, on dit « il faudrait parler de ça. » Puis là, aujourd'hui, pour une fois, vous aviez pas d'idée. Ouais, ben aussi, on a plein de conversations hors d'onde. Non. Je sais que ça doit être difficile d'envisager ça, mais c'est ça, on essaie de se garder du jus pour vous, nos très chers auditeurs. Ouais, ben, les conversations hors d'onde, c'est pas mal juste comme des insides puis des sacres. Puis Hey, c'est fait quoi que ça ta intéresse découverte personne. qui va changer nos vies? là? Ça Ouais. s'appelle Dropout.tv. C'est un réseau, c'est une plateforme de streaming qui est sur un modèle différent que toutes les autres. C'est-à-dire qu'ils font pas... tu vas pas aller là-dessus pour regarder un film ou pour regarder une émission qui existe ailleurs. C'est tout du matériel original. Fait, dans le fond, c'est un peu comme une chaîne YouTube, mais qui a son propre système. Puis l'abonnement est 60$ par année, mettons. Fait que tu décides que... Je sais pas c'est combien. Il me semble 60$. Puis moi, je me suis laissé happer par ça parce que j'avais pogné des extraits, des sketchs, des vidéos sur YouTube, des trucs de même. Je me suis fait, d'où ça vient, ça? Puis il y avait des gens là-dedans que je trouvais fascinants. Puis à un moment donné, j'ai catché c'était quoi. Fait que j'ai pas préparé vraiment de topo, là, mais je vais essayer d'en faire un sur le fly. Vous connaissez College Humor? Oui, bien sûr. Brennan Lee Mulligan, notre grand chum, C'est ça, qui qui est fait un beaucoup de DM TTRPG. Oui, exact. Une émission qui s'appelle Dimension 20. Oui. Bon. Fait que Délicieux show de TTRPG. ouais, et College Humor a fait comme une carrière sur Internet, puis à un moment donné, le modèle d'affaires ne fonctionnait plus, puis il y avait plein d'actionnaires, des gens qui ont racheté des parties de la compagnie, des compagnies qui ont acheté la compagnie, puis à un moment donné, c'est devenu un peu une grosse cochonnerie. Machine. Là, Ouais, mais ça Tu sais, quand tue ça l'art. devient lent, là. puis- exactement, fait que ça a tué l'art. Puis à un moment donné, ils se sont ramassés vraiment dans la marde, puis c'était à fin 2019. Fait qu'ils savaient pas ce qui s'en venait, mais il y a de quoi qui s'en venait aussi qui allait les mettre encore plus dans la marde. Mais finalement, ce qui s'est Le passé, film c'est que Tenet? le film Tenet qui met beaucoup de gens dans la marde. Ouais. Parce que après ça, tu sors de ça, puis tu as l'impression que tu peux plus entendre quoi que ce soit. Tu as des problèmes d'audition. Il y a trop de layers dans nos jokes nichés. OK. Continue. Fait que... Calice. Fait que ce qui s'est passé, c'est que il était sur le bord de faire faillite, puis le cours d'eau de la compagnie a décidé qu'il se mettait comme lui-même dans quasiment une faillite personnelle, là, qu'il s'endettait à l'os pour racheter College Humor. Mais College Humor lui-même avait déjà comme transféré beaucoup sur son propre système avec un site web qui s'appelait Dropout.tv. Puis il y avait un système qui s'appelait Dropout qui était genre, on va mettre en ligne toutes nos vidéos qui sont pas la version sur YouTube. Il y a toutes des raisons économiques derrière ça que je connais pas. Mais Non, mais c'est parce qu'il y a une valeur à développer une certaine autonomie quand tu as l'impression justement que quand ton t'es pas art envahi se par fait les pubs, take quand over. Fait etc. que, oui, il faut que tu aies un contingency plan là, quand tu t'arrives là. Fait que la dynamique est quand même intéressante parce qu'ils ont Sam Reich, ce cours d'eau-là, il a tout racheté la compagnie puis il a dit maintenant c'est juste Dropout.tv puis on va avoir des applications sur toutes les
les appareils possibles, mais c'est notre propre réseau avec juste le contenu que nous, on fait avec nos humoristes in-house, nos émissions, nos projets. Et puis, lui-même est un peu une bête de scène. Fait que lui-même, il s'est mis, regarde, moi, je pars tel projet d'émission. Fait que là, il est parti à un quiz qui s'appelle Game Changer. C'est délicieux. Ouais, J'en suis beaucoup sur TikTok. J'adore C'est ce game tellement show-là. drôle. Puis ce monde-là, j'étais comme, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement bons, puis ils sont très geeks. Puis, fait que là, je suis tombé comme en amour avec ça. Je me suis abonné, puis là, j'ai regardé toutes les 6 saisons de Game Changer. C'est tellement bon. Brandon Lee Mulligan qui part sur des rants anticapitalistes pour aucune oui, raison. il part sur un c'est monologue. tellement bon. Il y a, Moi, j'aime bien elle qui anime Very Important People. Oui, Oui. elle qui anime Very Important People. Excusez. Non, mais c'est correct. C'est Vic Michaelis, une personne tellement crampante. Là. Ouais. Elle est excellente. Puis c'est ça, c'est vraiment, il y a du monde intéressant là-dedans. Il y a aussi comme vraiment une diversité de cast fucké raide, là, des gens qui viennent de plein d'univers différents. Tu sais, il y a un gars qui est un Shakespearien à côté, là, il fait de impro Shakespearien. Ross Bryant. Il y a genre Jess McKenna, puis... Zach Oyama. non, pas Zach Oyama, excuse-moi, Zach. C'est drôle parce que Zach Rhino puis Jess McKenna, c'est des gens qui font du musical improv, où ils vont créer un musical en dedans d'une heure, où ils font juste des tunes improvisées au fur et à mesure qui riment, puis etc. Puis là, ils sont invités, mettons, sur Game Changer. Fait que là, je les découvre là. Puis après ça, je me rends compte qu'ils ont leur propre podcast qui s'appelle Off Book, qui est genre une centaine d'épisodes de musical improvisés complètement fuckés avec plein d'invités. Puis... Fait que je me suis comme ouvert à tout cet univers-là que c'est surtout de l'humour, mais il y a des trucs différents aussi, mais c'est... priorité, genre, je vais là pour rire. Là. Et puis, Dimension 20 est là-dessus. Ça a été fondé pour Dropout.tv. Puis, fait que Zach Oyama, ce qu'ils appellent les Bad Kids, c'est genre la clique, le premier party de la première game de campagne qu'ils ont fait avec Brandon Lee Mulligan, qui est DM. C'est Actual Play de Donjon Dragon. C'est un Actual Play de Donjon Dragon. Mais, fait que ce premier-là s'appelait Fantasy High, puis c'était un Donjon Dragon meet John Hughes, tu sais, Ferris Bueller, tu sais, dans une école secondaire des années 80. Très Persona, Atlus, dans ce style-là. Vraiment. Fait que ça, c'était une découverte. Puis après ça, j'en ai écouté plein d'autres. Puis, tu sais, ils en font encore aujourd'hui. Puis ça, c'était, mettons, en 2018, 2017. Fait qu'il y a peut-être 25 campagnes différentes. Aujourd'hui, j'en ai écouté 3-4. Il y a quand même beaucoup d'heures d'écoute. Ils sont moins longues que des campagnes. Non, c'est pas comme Critical Role, que ils sont à leur campagne 3 puis ça fait 10 ans qu'ils font ça. Non, c'est pas comme ça parce qu'eux autres, ils montent ça comme une série télé de 20 épisodes d'une heure. Mettons, 20 épisodes d'une heure. Ça, c'est une saison. Ben, une saison correspond à un récit épique, une campagne. Puis il y en a que c'est des side quests qui appellent, qui est genre 6 épisodes de 45 minutes. Puis c'est juste tout dans le même univers? Non, c'est tout. C'est tout plein séparé. De settings c'est tout dans les homebrew. C'est pas toujours Brandon Lee Mulligan qui est le DM. Il y en a d'autres aussi qui sont DM de d'autres projets. C'est une bonne décision, je pense, de faire ça dans un univers différent à chaque fois. Ça fait que peut-être plus facile d'embarquer dans une saison ou d'embarquer dans un actual play, puis t'as pas besoin de revenir en arrière 300, 400, 500 épisodes pour... Non, c'est ça, gars, tu vois, le dernier qui est sorti au mois d'août, je l'ai regardé comme au fur et à mesure qu'il sortait à chaque semaine, puis il demandait pas à ce que j'aille regarder quoi que ce soit avant, puis c'était un univers complètement fucké raide. Là. Le système de dés qu'ils utilisaient aussi, c'était pas Donjon Dragon, ils avaient homebrew, leur système de dés qui marchait sur un mode d'upgrade de dés. Tu pars avec des D4. Tu pars à des D4, puis il y a certains moves narratifs qui vont te faire upgrader ton D4 en D6, upgrader ton D6 en D8. C'était full intéressant. Puis ça se passait, le setting, c'était dans un film d'action des années 90. C'est comme ça le setting. Fait que t'es à quelque part entre Rambo puis genre espionnage un peu, James Bond, puis tout le monde, tous les personnages jouent des Last Action Hero. Last Action Hero. Tous ces trucs-là sont des inspirations pour ce setting-là. T'sais. Malade. Mais en tout cas, c'est Dimension 20 qui est fun. très cool, mais tout le reste autour aussi, tu finis par tomber en amour avec les personnalités, puis trouver que à chaque fois que cette fille-là est dans quelque chose, c'est tout le temps C'est toujours très divertissant. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi un petit extrait qui a été pris très hors contexte de Dimension 20, où est-ce que justement, oh mon Dieu, je me rappelle plus du nom de
la fille qui... Mais son personnage, à elle, parle au personnage de Brennan Lee Mulligan. Ouais. Puis elle est comme... You think you have a lot to offer, but the thing is that you don't. Like, don't take it the wrong way. Puis Brennan Lee Mulligan, il est comme... Il n'y a pas vraiment de moyen de prendre ça positivement, là. Je sais pas comment... Puis, tu sais, elle parle clairement comme un incel qui, lui, essaye de se vendre, puis tout. Ah, je sais c'est quoi cette scène-là. Je pense que c'est saison 1 de Fantasy High, puis c'est Siobhan Thompson, qui a un accent british, là. Oui! Ouais. La blonde qui avait un accent. C'est ça, ça a été pris hors contexte, puis genre, Brennan Lee Mulligan s'est fait traiter de tout et non, puis il était comme... Hey, c'est un personnage. On joue, là. Je jouais un incel. Je jouais un incel. Ah ouais, son personnage, c'était un pixie. Une petite fée, un petit bonhomme fée, genre, dans son sous-sol, un peu genre comic book guy des Simpsons, là. Ouais. Mais genre avec des ailes. Ouais, c'est ça. Puis Brennan Lee Mulligan, qui est tellement bon, justement, là-dedans, tu sais, c'était comme un peu seamless. Fait que... Il est bon dans les accents aussi, fait que des fois, juste comme, il parle à quelqu'un, puis tout à coup, sa voix change complètement, puis il fait genre une adolescente naine avec un accent écossais. Puis OK, ça sort d'où, là, tu sais? Puis il a fait un con aussi, une convention, là, vraiment pas long, où est-ce qu'ils ont fait une espèce de crossover one-off avec les personnages de Baldur's Gate. Fait que t'avais Neil Newbon puis Samantha Bayard qui joue Astarion puis Karlach, qui était avec Brennan Lee Mulligan puis, oh mon Dieu, encore une fois, je me rappelle pas de son nom, une autre fille. Puis c'était Abria Yengar qui était DM. C'était magique. Elle est DM dans plein de saisons de Dimension 20. Ben, en fait, ils font souvent des sit-down. Matthew Mercer, Abria Yengar, puis Brennan Lee Mulligan, puis ils parlent d'être DM, puis c'est quoi leurs tricks. Puis... La première side quest qu'ils ont faite avec Dimension 20, c'était... ça s'appelle Escape from the Blood Keep. Je la trouve pas si bonne parce que j'ai comme arrêté un moment. C'était un petit peu trop brassage de dés puis un peu moins. Tu sais, il y avait des épisodes que c'est un peu lourd cet épisode-là. La plupart, je trouve qu'ils pognent vraiment le sweet spot. Ils sont surtout dans le RP puis les dés deviennent importants quand ils deviennent importants. Mais celle-là, je trouvais qu'elle s'enfonçait un peu. Mais la prémisse était malade. Puis quand les gens faisaient du RP, il était vraiment bon aussi. Puis c'était avec Matthew Mercer qui joue un personnage. Et le concept, c'était on est tous les lieutenants de Sauron. Puis la tour Barad-dûr est en train de tomber, puis on est pogné en dedans, puis il faut s'enfuir. Nice. C'est comme un escape room, mais en TTRPG. Exactement, c'est un escape room. Puis là, il y en a un qui joue genre le Witch King, c'est le roi des Nazgûl, puis c'est Matthew Mercer, mais c'était fait en comédie. Fait que son personnage, c'est que c'est le Witch King, mais... il est tellement genre lèche-botte de Sauron. Puis il est comme, mais est-ce que, il est full genre, Notice me, senpai! Ah oui, c'est ça, vraiment comme ça. Fait que tu sais, tous les personnages étaient twistés comme ça pour rendre ça comme absurde à quel point ils sont evil. Est-ce que c'est le prochain chapitre dans le Seigneur des Anneaux que les fans méritent? Je pense pas. Non? Ben, oh boy. Non. Non? C'est-tu meilleur que Rings of Power? C'est ça ma question. Ah, OK, je comprends. Écoute, ça, c'est une autre question. Puis on arrive à la fin de notre variage. Pour parler des adaptations et c'est tout un autre sujet, mais je te dirais que non, parce que je vois pas comment ça peut s'inscrire d'une façon canon, tout en respectant le ton. Ouais, c'est ça. Ouais. On est ailleurs. Parce qu'on s'amuse avec, puis c'est cool, mais t'es pas obligé de dire, hey, ça fait partie du Légendarium officiellement. Fait que Dropout.tv? Ouais, puis là, c'est comme carrément, je leur fais de la vraie pub gratuite. Genre, mais oui, je dirais, délicieux. Abonnez-vous, c'est un prix qui le vaut. Tu sais, c'est des heures et des heures et des heures de visionnement plaisant. Vraiment plus le fun que quand je regarde Netflix ou Crave, puis je fais comment, qu'est-ce que je regarde? J'étais déjà au courant du 3/4 de ce que tu viens de parler. Ouais, juste tu que le connaissais par YouTube. Par les médias sociaux puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, absolument. Mais genre, moi, je recommanderais de commencer avec Game Changer parce que ça brise. C'est un quiz télé, mais qui change de prémisse à chaque quiz. Fait qu'à chaque fois, tu fais comme... What are the rules? Mais c'est de l'impro, c'est 100% de l'impro. Tout le monde joue avec, puis en tout cas... C'est pas un peu hermétique, par exemple, du fait que c'est toujours les mêmes personnes. Ben, il y a souvent on est habitué avec le star system québécois de tout avoir les mêmes personnes de toute façon. Mais il y a souvent des invités, là. Je veux dire, c'est pas les mêmes 10 personnes, c'est les mêmes 90 personnes. Ah, okay. T'as Pete Holmes qui était là-dessus. T'as des acteurs, t'as leurs amis. Il y a aussi Brian David Gilbert qui fait des trucs avec eux, puis genre, j'adore BDG. Mais ils ont plein de monde comme
qui gravitent un petit peu dans ces cercles-là, puis tout, puis ça fait des mix très homogènes. Mais je vais te répondre que oui, c'est quand même hermétique, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est parce que tu vas sur cette plateforme-là pour regarder tes amis puis ta famille faire leurs trucs. Puis c'est comme regarder de la télé-réalité, là, tu deviens ami avec eux, tu as une relation parasociale avec chacun d'entre eux. Bon, ben profitons-en pour remercier nos Patreons. Hey, oui, faisons donc Alex D et Myriam, on vous salue. Merci de votre support, de votre générosité, de votre soutien. Vous êtes full nice. Puis si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes sur les ondes de choc.ca, vous écoutez Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie, avec Annie Bouffard, Joël Martin et Julien Lefort. Yes! Aujourd'hui, on parle de quoi, Joël? Hey, je sais que je devrais répondre à ta question, mais je suis juste impressionné par à quel point t'es rendu drillé sur... Très professionnel. Très professionnel. T'as tout fait notre présentation, t'as pas skippé un beat. Tu nous as présenté tous les trois, t'as pas mélangé nos noms comme tu fais tout le temps hors micro. Aujourd'hui, on parle d'agiographie. La géographie, ouais. On n'a pas déjà fait un épisode sur la géographie? On parle d'agiographie. H-A-G-I-O. Ça veut dire la vie des légendes, des héros et des saints. L'analyse, dans le fond, une hagiographie, c'est quoi? Ben, c'est une biographie idéalisée d'une figure comme pratiquement divine ou divinisée par le petit peuple. Habituellement, c'est des saints... D'habitude, dans le mode catholique, c'est vraiment les saints. OK. Mais c'est un mot même qui a pris naissance dans le monde catholique. Oui, ça vient de la théologie. Mais je voulais qu'on l'aborde dans le sens vraiment... dans n'importe quel univers inventé, il existe une histoire. Il existe... voilà 2000 ans, le héros des grandes légendes. Puis ça a vraiment une portée sur l'histoire du monde moderne que tu racontes, d'aller fouiller sur c'est quoi leur mythe, c'est quoi leur légende. On l'a déjà fait vraiment dans le sens des mythes, mais les légendes au niveau micro, tu sais. Ce personnage historique-là, il est devenu beaucoup plus qu'un simple personnage historique. Fait que peut-être que... Julien, tu veux-tu que je starte un peu le bal là-dessus? Oh, j'ai pris une grosse gorgée d'eau, on l'a entendu. Ben oui, j'ai dit, tu veux-tu que je starte le bal? Puis sa réponse, c'est genre imitation d'une succion. On dirait que c'est la première fois que je fais un podcast. Oui, j'aimerais ça que tu startes sur la géographie, peut-être pour nous donner un background sur c'est quoi dans notre monde. C'est ça que tu veux faire? Ah oui, OK. Maintenant, on parle de notre monde. Là, c'est que, dans le fond, tu prends une personne historique, tu la rends plus grande que nature. Plus grande que nature. Tu sais, ça est élevée à un statut mythique, puis après ça, cette personne-là va agir, parce qu'elle est morte depuis longtemps, mais elle va agir comme un phare qui va baliser les aspirations des membres de la culture. Est-ce que c'est juste les itérations positives de ça, ou est-ce qu'on a aussi dans le négatif les Elisabeth Báthory? Exactement, tu as tout à fait raison. Dracula, c'est Vlad Tepes, une vraie personne, puis on l'a élevé à un statut mythique. De légende. Fait que non, c'est pas tout le temps un saint. T'sais. Dans le positif, tu as le spectrum de légende. Exactement. Puis là, c'est ça, je vais le dire d'emblée, le mot agiographie, on l'a placé comme notre mot pour parler de... Mais tu sais, nous, notre conversation, on va dépasser ça. On parle des personnes devenues légendes. Ouais, les personnes devenues légendes. Fait que dans la vraie vie, il y en a du monde. D'ailleurs, les saints. Mais t'avais-tu quelque chose à dire? Ben c'est ça, c'est qu'au départ, la géographie, c'est que positif. C'est comme dans sa racine, là, c'est que du... c'est édifiant. Si je fais une agiographie de Joël, je vais juste dire des affaires nice sur Joël. Oui, c'est ça. Puis des fois même inflater le positif. Oui, absolument. Puis s'il a fait des affaires moins bonnes... On va les cacher. Je ne vais pas en parler dans mon agiographie. Je vais juste dire comme... Même que tu pourrais dire si on me demande de faire une critique d'un film ou d'un... Puis... Je suis tellement vendu, ça paraît, là, que j'ai aucun regard critique sur l'ensemble de l'œuvre, comme les gens qui aiment Star Wars, mettons. Ben là, les gens pourraient dire, genre, hey man, genre, c'est hagiographique ta critique. C'est pas. C'est pas nuancé, c'est pas. Fait que c'est un peu péjoratif de dire que ma critique, mettons, de Rogue One est hagiographique. Ça veut dire que. J'ai vraiment pas le cas. Je connais tes opinions sur Rogue One, puis ta critique est pas hagiographique. J'ai fait semblant que je trouvais que le CGI il était vraiment cool. OK. Tu vas-tu continuer à donner des exemples de ce que tu dirais en te trompant? Non, mais dans la vraie vie, mettons Paul de Tarse, qui était un des apôtres de Jésus, est devenu Saint Paul. C'est comme notre exemple numéro 1 de la religion
chrétienne, catholique, d'avoir érigé quelqu'un à un statut plus grand que juste... C'était un gars qui suivait Dieu. Parce que Jésus, tu dirais, c'est Dieu. OK, là, on est dans le niveau du divin, ça, le divin réel. Mais Paul n'est pas vu comme un dude qui avait des bonnes idées par les catholiques. Saint Paul est vu comme la personne qui était collée sur la divinité, puis qui, par proxy, finit par être un peu divin aussi. Mm-hmm. Puis c'est comme sur ce modèle-là que c'est calqué tout le système de la canonisation. Fait que t'as Paul, t'as Sainte Jeanne d'Arc, t'en as plein des saints comme ça qui sont vraiment catholiques. Mais après ça, on peut regarder le monde en général et dire que le Bouddha, c'était un dude, puis le Bouddha s'est érigé à devenir une figure divine. Mais n'importe quel bouddhiste va dire que Bouddha n'est pas Dieu. Mm-hmm. Fait qu'il y a une figure qu'on peut regarder par la lentille de la géographie. Puis tu sais, comme, OK, fait que quand le Bouddha fait quelque chose, moi, je devrais émuler ce qui est. Puis aussi, si je suis bouddhiste, il y a une certaine forme de prière à Bouddha qui peut être possible, mais c'est pas ça le nerf de la guerre comme avec une religion monothéiste. Mm-hmm. Ben, j'irais même jusqu'à dire que... C'est un dire du polythéisme, ça, souvent. Là, j'irais même jusqu'à dire que dans nos temps modernes, on applique beaucoup de la géographie à des figures politiques. Exactement. Oui, absolument. C'est là que je m'en allais. T'sais. Mettons, dans l'histoire, tu regardes Bouddha, c'est une chose, parce que c'est religieux, mais Alexandre le Grand, César... Genghis Khan. Ils ont fait Napoléon. Napoléon. Ils étaient amenés à un statut pendant leur vie même, mais aussi après leur mort. Quand tu dis que 1000 ans plus tard, le fameux Saint-Empire romain germanique, qui est 0 saint, 0 romain, 0 un empire, puis pas tant germanique, là, ils veulent juste s'associer à cette sainteté-là, puis à Rome, puis fait que tu vois que César... Encore, le tsar, c'est César. Il y a tellement plein de statues qui étaient comme, OK, on est comme Jules César. 2000 ans plus tard, peut-être plus 2000 ans plus tard, mais 1500 ans plus tard, c'est encore très, très vibrant que César est une figure à laquelle on aspire fortement. C'est plus juste un dude qui a vécu. Juste la conversation de combien de dudes pensent à l'Empire romain à chaque jour de leur vie. Ça souligne ça. On est obligé, avec comme du monde, de participer à ça. Mais tu sais, le fait est que, on rigole, là, mais cette conversation-là vient du fait que tout ce qui est relié à l'Empire romain, dont César, qui est l'empereur romain le plus... Il n'a jamais été empereur. Ben, c'est ça, oui. exact. Mais encore une fois, ça démontre très bien qu'il a été élevé. Pensent à l'Empire romain à chaque jour. fait que c'est ça, tu sais, puis tout le mythe alentour de ça. Mais oui, exact. Mais là, plus récemment, tu sais, Abraham Lincoln. Donald Trump. Oui, non, c'est ça. C'est là que je m'en allais avec la politique. Ça, c'est différent aussi parce que, oui, c'est un mythe, mais c'est un mythe qui est vivant et qui n'est pas cristallisé parce qu'il peut faire n'importe quoi demain matin. Oh mon Dieu, and he does every day. Oui, c'est ça. Il peut littéralement faire n'importe quoi à chaque... Mais mettons, Einstein, c'est un mythe. Oui. C'est pas juste un dude, puis Roland Barthes l'avait étudié dans la mythologie de genre regarder le cerveau d'Einstein comme étant il a été gardé dans préservé puis analysé par des scientifiques, puis beaucoup de formules parce que son cerveau il est surhumain. Puis non, c'est juste un dude qui a eu une carrière. C'est un doute brillant. Il était brillant, il a eu une carrière intéressante, il a eu les bonnes idées au bon moment, puis c'est ça. Mais c'est pas. Mais nous, on l'idéalise, on l'amène à un autre niveau, puis on le déifie. Puis c'est ça. Tesla qui est mort pauvre en mangeant du pain sec puis en tripant ses pigeons. Ça, c'est une vie de saint. C'est ça. Tu le regardes avec l'œil moderne, intelligent, puis tu dis, on a beaucoup plus de saints que ceux qui ont donné des fêtes catholiques. Là. On en a beaucoup. Gandhi, Nelson Mandela. Tu peux en nommer des gens à travers le monde qui sont canonisés dans notre culture. Peut-être pas par le pape, mais dans notre culture, ils le sont. Mais ce principe-là... Même Keanu Reeves. Ben ouais. Mais ce principe-là de choses qui se passent après la vie de l'individu, là, comme Tesla, mettons, là, qui a vécu pour un petit pain, puis il a été mis de côté de son vivant. Puis... C'est tout fait voler par Edison. Ben, ça revient un peu au principe de martyr. C'est vraiment un martyr.
Puis martyr puis saint, puis légende, toutes ces idées-là je pense ensemble. Je pense que tu dois avoir été un martyr pour devenir un saint ou avoir fait un miracle, ou les deux. Ah ouais? C'est comme, ça te prend un décret de martyr, martyrdom, je sais pas c'est quoi, martyrisation, puis il y a un décret non, de martyr en français. Le martyr, c'est l'état d'être un martyr aussi. C'est fatigant, hein? Il y en a un qui prend un E, puis l'autre prend pas de... T'as-tu le goût de te tirer une balle? Je deviendrais-tu un martyr? Si tu vivais un martyr, oui. Martyr de l'idéo Martyr Inception. Martyrception. Martyrception. Même de leur vivant, il y a des personnes qui ont participé à leur propre légende. Napoléon a vraiment eu la volonté de commencer à construire sa légende de son vivant. Il contrôlait les presses pour qu'il parle de Napoléon. Aussi, parce que quand tu as le pouvoir de ton vivant, tu as aussi le pouvoir de contrôler les médias. Puis ça contribue beaucoup à l'image que tu vas avoir après ta mort, pour le meilleur ou pour le pire. Là. Mais il faut garder en compte que justement, il y a deux, mettons Napoléon puis Tesla, n'avaient pas le même contrôle sur la vision du public que le public avait d'eux. Là. Fait que, tu sais, dans la vraie vie, mettons, on regarde ça avec vraiment, c'est quoi le monde primaire puis notre réalité. Puis il y a un deuxième niveau à ça qui est, dans nos mythes à nous. Tu sais, il y a ces figures-là qui sont pas des saints qu'on peut prouver qu'ils ont vécu pour vrai, mais qui sont vus comme des héros légendaires. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est peut-être un step un peu... on est un pas... décalé de la réalité, mais on est encore enraciné dans la réalité. Fait que, mettons, on pourrait regarder la vie et les grands accomplissements des demi-dieux grecs. Ouais. On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui a existé qui était la base pour Hercule ou si c'était juste genre une idée personnifiée, un idéal personnifié. Y avait-tu un dude qui était le Hercule du village puis sa renommée? Et la conversation nous amène naturellement à l'évémérisme. Ouais, exact. T'en as déjà parlé. Peux-tu réexpliquer? Je me rappelle plus c'est quel épisode, mais l'évémérisme, c'est un peu comme si de ton vivant, la grandiosité, la grandeur de tes actions font de toi dans la postérité un dieu ou une divinité ou quelqu'un de près de la Les gens répètent tellement ta légende qu'à un moment donné, tu deviens une divinité dans l'œil de la culture populaire. Là, j'ai pas le nom sous la main de la personne à qui on attribue. C'était pas Évémère? Ouais, mais je pense que c'est ça. Là. Mais je veux pas me lancer puis me tromper, tu comprends? Okay. Mais, il me semble que c'est ça que tu nous avais dit. Il me semble qu'il avait écrit un récit sur quelqu'un qui découvre la tombe de Zeus ou de... Ah oui! Puis, là, on fait juste répéter comme du monde. Allez voir l'autre épisode. Allez voir l'épisode comme sur les mythes, peut-être? Je sais pas, mythologie? Ça doit être mythologie. Puis l'évémérisme... Épisode 13? Épisode 13, mon Dieu. Ça va? Désolé. Si c'est l'épisode, on va aller vérifier si c'est l'épisode 13. Là. J'ai mis un pied dans le spectre. C'est ça. Non, mais ouais. Mais c'est ça. Bon, tu m'as fait perdre mon idée. Mais non. Ah oui, c'est ça. Ça peut être utilisé, ça peut être un peu perverti par des gens qui s'opposeraient, mettons, à des grands mouvements religieux pour dire comme, ben non, tu sais, c'est pas... ça n'existe pas, ça, cette religion-là, parce que on est capable de retracer historiquement dans le réel le passage de ces personnes-là. Donc, c'est pas réellement divin, c'est comme l'évémérisme à l'œuvre. Mais je pense que dans les univers qu'on construit, l'évémérisme est important pour un peu développer l'origine des mouvements religieux de ton univers ou l'origine des légendes et des mythes. Là. Regarde, mettons, l'Empire chinois était basé sur le fait que le premier empereur connu, au début de la dynastie Xia, s'est fait donner le pouvoir par les 3 Augustes et 5 empereurs du royaume mythique Puis, tu sais, c'est du monde, là. Je pense que les 3 Augustes et 5 empereurs, c'est comme un mythe de ces gens-là qui se sont fait donner le mandat des cieux par les cieux eux-mêmes. Ils sont des êtres divins, légendaires. On n'a aucune preuve qu'ils ont vraiment existé. Puis, jusqu'à un certain point, tu peux suivre une généalogie d'empereurs qui se passent le bâton, de genre 10 empereurs un après l'autre. Il n'y a aucune maudite preuve que ces gens-là ont vraiment existé. C'est juste que tout ça légitime le premier vrai empereur archéologique qu'on peut prouver qui était là. Il dit non, mais moi, j'ai reçu le bâton, j'ai reçu le flambeau des autres, puis je suis leur descendant comme au même titre que le pape descend de Saint-Pierre, mais moi, je descends de lui.
La différence, c'est qu'on remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. On peut inférer, par contre, que la personne qui est un empereur vérifié historique, que ses contemporains savent si ces personnes-là existent. Puis si lui, il dit j'ai reçu le pouvoir de ces personnes-là, clairement, il y a quelque chose d'ancré dans la réalité. Oui, puis c'est ce qui m'amène naturellement au fait que notre conversation aujourd'hui, puis ce qu'on crée, ça dépend beaucoup du point de vue qu'on prend quand on raconte. Mm-hmm. C'est quoi notre narratologie est à quelle époque? Tu sais, mettons qu'on raconte quelque chose qui se passe dans ton monde à l'an 1000, cette histoire-là concerne l'an moins 1000, l'an 0. Ou, tu sais, parce que tu peux pas avoir cette portée-là, cette perspective-là, puis savoir si vraiment c'est arrivé ou non. Tout est une interprétation. Mais c'est pas ça notre intérêt. C'est quoi les répercussions que ça a 1000 ans plus tard, dans la culture. Puis c'est là que ça devient intéressant. Dans la vraie vie, c'est une chose, mais mettons, en fiction, il y a des œuvres de fiction que je trouve quand même cool parce qu'ils jouent avec ça. Là, je m'étais nommé une couple d'exemples, mais peut-être que vous en avez déjà. Là. C'est-à-dire que c'est comme une loupe sur le passé de ton Puis tes personnages actifs, ton protagoniste, mettons, il y a des réflexions sur ces personnalités-là qui ont existé à une certaine époque, puis à quel point il peut s'en inspirer ou essayer d'éviter les failles de ces personnes-là. Fait que, mettons, en jeu vidéo, c'est un thème assez récurrent. Mais mettons dans Avatar, Last Airbender, il y a tous les avatars derrière lui. Dans Buffy, il y a toutes les Slayers avant elle. Oui, c'est ça. Fait que t'as toute cette historique-là qui les habite. Est-ce que vous êtes des grands fans de A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, ou plus ou moins? Semi. Écoute, c'est drôle que tu parles de ça. J'ai essayé d'écouter la saison 2 d'House of Dragon hier, puis j'ai pas été capable. Okay. C'est pas bon. Ouais, c'est long pour l'écouter en soirée aussi. Bon. Ah, tu voulais la binger? Non, mais j'ai écouté 2 épisodes, puis j'ai arrêté en plein milieu du deuxième. J'ai bien de la misère. Je comprends plus leur projet. Moi, j'apprécie quand même. Il y a des trucs que j'aime moins, mais je comprends c'est quoi ce projet-là dès le départ, parce qu'il est basé sur un livre que j'ai lu. Ouais. Puis, tu peux pas faire ce livre-là en série télé. C'est comme une mauvaise idée. Non, ça, exactement. Mon point de départ, c'était genre, wow, c'est un mauvais livre. J'ai pas full aimé ce livre-là. Mais c'est aussi un livre un peu Silmariesque. Ouais. Comme ça dépeint des siècles. Grandes épopées. Fait que tu fais comme, à quel point ça va être bon de faire une série télé avec ça. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont forts, il y a des personnages qui sont forts, mais il y a beaucoup de faiblesses. Il y a des saisons qui sont fortes. Moi, en fait, Game of Thrones, j'ai adoré, puis j'ai suivi au bout de ma chaise tout le long. C'est juste que full bon, là. C'est juste que la dernière saison m'a tué là, complètement. Mais mettons, pour revenir à cet univers-là, que je trouve que George R.R. Martin définit quand même très bien. Son univers est typé. Puis ça, c'est une des choses qu'il fait, c'est que, par exemple, il y a un personnage légendaire qui s'appelle Florian the Fool, c'est un espèce de héros légendaire qui était un fou du roi, mais il était amoureux d'une princesse. Puis ça, c'est comme un conte de fées, tu sais. Puis l'histoire de Song of Ice and Fire se passe des milliers d'années plus tard. Mais quand tu suis Sansa Stark, là, l'enfance, elle, quand elle est genre dans le château, saison 1 de Game of Thrones, elle est dans le château, puis elle s'imagine comme qu'est-ce qu'elle peut être comme en tant que princesse. Elle a son role model de Jonquil et Florian the Fool. Puis quand elle voit Joffrey, qui est un trou de cul, qui va devenir le roi. Mais qui est un prince. Qui est un prince. Elle le voit comme genre, il est comme mon Florian, puis moi, je suis sa jonquille. Fait qu'elle fait cette espèce d'analogie-là dans sa tête. Dans le fond, ça nourrit sa psyché à notre personnage, à notre protagoniste, le fait qu'il existe cette légende-là du fou du roi qui est tombé amoureux de la princesse. Oui, puis c'est pour ça qu'elle tourne contre un peu sa famille, puis qu'elle est un peu... qu'elle embarque là-dedans, même si clairement, il y a de quoi qui est wrong. Ces légendes-là persistent, puis deviennent... si je me rappelle bien, Jaehaerys, qui est un des rois Targaryen, genre le père de celui qui meurt au début de la saison 1 de House of the Dragon. Mais lui et sa femme étaient vus comme un couple iconique. Genre, c'est quoi qu'un couple de régnants peuvent être, de monarques peuvent être, parce que sa femme, la reine, était extrêmement genre investie avec le peuple. Lui était un roi conciliateur. Fait qu'il y avait la parfaite balance de pouvoir. Oui, puis il était tout le temps comme...
il se faisait assigner le rôle de Florian and Jonquil, comme ils sont les nouveaux Florian and Jonquil, c'est-à-dire des monarques, un couple idéal qui vivent un amour fort entre eux et un amour pour leur peuple. Fait que finalement, ça devient des saints, tu sais, ces personnes-là qui sont des héros légendaires. Puis même que tu as des années plus tard, des personnes réelles qui se font assigner, qui se font comme traiter ils se font placés sur le même piédestal, dire toi t'es comme un nouveau Florian. Comme quand on dit comme quand on qualifie des gens comme Bonnie and Clyde, mettons. Oh, exactement. Bonnie and Clyde en est un très bon exemple. Ouais. Parce que ça crée un standard, en fait. Populaire. C'est ça crée un standard qui est vu comme, qui est romantisé all the fucking time, puis qui devient un idéal à atteindre, mais en faisant fi de tout ce qui marche pas avec ça. On tasse la vie réelle parce que de la c'est personne. C'est des humains qui sont imparfaits. Cette vie-là n'est plus vraie. Là. Ce qui est vrai, c'est la légende. C'est ça. Puis, tu sais, ça devient un legs culturel, puis les héros de ton histoire peuvent regarder ça dans leur culture à eux, puis ça peut inspirer leurs agirs. Mais dans leur loop, c'est parce qu'ils regardent dans leur loop aussi, puis dans leur loop de... Tu sais, on est à une époque là, où est-ce que... Tu sais, l'être humain, je pense, est pas fait pour avoir autant d'attention. Mettons, si tu regardes les médias sociaux, les influenceurs, les vedettes, puis tout, tu sais... Je pense que notre cerveau primitif qui est fait pour manger des baies dans une cave n'est pas capable vraiment de gérer toute cette attention. Puis c'est là que ça devient insane, où est-ce que les gens t'attribuent des comportements, pensent qu'ils te connaissent parce que la relation parasociale devient super grande. Fait que, tu sais, combien Comme moi avec le monde de Dropout. Genre... Je suis sûr qu'ils me connaissent d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment, mais ils me connaissent. Ils écoutent le podcast. C'est tes amis. Ils écoutent comme du monde. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que ça devient aussi que tu sais, combien de, justement, de vedettes ou whatever, tu sais, on voit de plus en plus, tu sais, qui fight back un peu puis qui sont comme, non, mais vous pensez que vous me connaissez, mais tu sais, quand tu m'abordes dans la rue puis tu me fais genre une espèce de joke comme si on était des grands chums, je l'attache pas. Ou tu réfères à un sketch que j'ai fait il y a 8 ans, puis un catchphrase que je me rappelle plus, parce que toi, dans ta tête, c'est ça, moi. C'est cette version figée dans le temps de moi qui a dit un catchphrase, mais je suis pas ça. Je pense que le monde des communications aussi, puis là, je veux dire, les réseaux sociaux, caméras sur les téléphones, fait qu'on a une proximité avec ces gens plus grands que nature. On s'imagine une proximité. Ben, on l'a parce qu'on peut quand même... On peut scruter mais les moindres faits et gestes. Par exemple. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est curated aussi. Jusqu'à temps que Guillaume le Métis-Vierge, mettons, a un incident avec un arbre, tu sais. Ouais, mais fait que c'est pas tant curated que ça. T'as pas pris le crayon le plus aiguisé de la boîte comme exemple. Reste qu'on a un réveil brutal sur les gens qui deviendraient à une autre époque la matière de la légende. Ouais. Puis là, on a un réveil brutal sur genre les scandales MeToo. La vérité derrière la légende. Ouais. Qui est difficile à avoir quand ta légende, c'est Alexandre le Grand. Puis dans ta vie, t'as aucune façon de voir une photo du gars, une vidéo du gars. Tu n'entends juste parler par bouche à oreille. Exactement. C'est l'importance dans une légende. Puis bouche à oreille, tu sais, 12 times removed. C'est ça. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, le jeu du téléphone embarque là-dedans. Qu'on appelle. Mais c'est ça. Et cette blague était une présentation de Joël Martin. Et c'est une vieille joke de mon oncle. Ah oui, c'est ça. Mon oncle cultivé. Mais c'est vrai ce que vous dites que... Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce que cette figure sainte-là a comme impact dans le monde, mais c'est la légende qui flotte, puis tout, mais c'est aussi comme une symbologie. Mettons, cette figure-là va peut-être léguer des armoiries à tout un peuple, tu sais, c'était leur héros personnel ou je sais pas quoi. Peut-être... leur nom, en fait, la dynastie régnante porte le nom du héros légendaire ou les noms des villes, tu sais, à quel point il y a des villes en saint quelque chose au Québec. Là. Fait que dans ton univers que tu crées... Ça donne du feed à ta création. Exact, ouais. Puis ouais, c'est ça, puis des noms de rues aussi. Tu sais, des noms de villes, des noms de rues, des noms de rivières, des noms de fleuves. Quelques-uns d'ailleurs qui a fallu changer. Ah oui, il faut changer les noms de rues. Parce qu'il y en a une couple qui était, que tu sais, rendue à l'époque, on est comme, oh. Ouais, c'est ça que je dis, le réveil est brutal. Problématique. Le réveil est brutal, oui. Ah ouais. Mais dans ton univers aussi, tu peux avoir ce genre de conflit-là. Exact. Absolument. Ouais. Tu vas avoir, genre, le héros qui a laissé son nom à telle rue, mais là,
on apprend que dans le fond, c'est un traître. Ou que c'est un héros pour telle communauté, mais pour l'autre communauté, c'est pas un héros. En fait, oui, je pense que ça, c'est particulièrement intéressant, où est-ce que quand ça devient des figures de proue pour des mouvements de rébellion, j'ai l'impression que c'est là, souvent, que ça se fait tasser puis que l'autorité a très peur de ça. Ben oui, absolument. Dans la guerre, t'as beaucoup de légendes de propagande. Oui. Tu sais, dans Inglourious Basterds, t'as Donnie Donowitz, le Bear Jew. Oui, bien sûr. Puis, Eli Roth qui fait le rôle d'une vie. C'est plate, je voulais mettre l'extrait, tu sais. L'extrait, mais incroyable. Mais il y a une scène où on voit Adolf Hitler qui parle du Bear Jew, puis il dit que ses troupes le voient comme un golem. Il pense que c'est un golem, que les balles ne peuvent pas pénétrer ou que... Ça c'est un des aspects vraiment cool d'avoir l'espèce de légende vivante. Mm-hmm. Tu sais, la peur chez l'ennemi, de genre cette figure-là qui est comme tellement montée. Puis tu sais, tu te demandes pourquoi ou comment ça arrive à ça. Mais ça arrive à ça parce qu'il y a une couple de soldats qui sont faits complètement démolir par cet autre soldat-là, puis ils disent, c'est impossible que ce soit un simple humain. C'est impossible, on est plus hot que ça. Là. On se serait bien défendu. C'est passé dans le fil de leur perception, qui est une perception qui est biaisée. Exact, parce que justement, par un bris d'ego, ou ne serait-ce que le fait qu'une guerre, c'est fucking rushant, puis t'es déjà mentalement pas à une bonne place pour avoir un esprit critique de qu'est-ce que tu vis. Fait que, tu sais, c'est déjà quelque chose qui est très traumatisant. Fait que c'est sûr que l'amplification de tout ça devient bigger than nature. Ah ouais. Puis il y a une volonté du Troisième Reich de répliquer à ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils prennent un genre de poster boy allemand qui est un tireur d'élite. Puis ils font un film. Tu sais, la finale dans le cinéma, ils font une projection de ce film-là. Ils essayent de créer, eux autres même, une légende allemande c'est ça. Qui fait juste comme être dans sa tour de tireur d'élite. Puis c'est lui qui... Tu sais, on dirait que c'est comme un peu une réponse à ça, à cette crainte-là d'un golem qui tue des Allemands. Ça, les légendes façonnées, ça aussi, c'est super intéressant. Ouais. Tu sais, toi, tu crées une légende pour ta démiurgie, mais tu peux créer une légende que des gens ont créé dans ta démiurgie. Tu as des sophonthes qui, dans leur culture à eux, mettent cette légende-là de l'avant, font de la propagande avec ça pour dire parce que ça peut servir, parce que ça sert leur idéal. C'est ce que tu as fait dans Jalterreur. Quand tu dis le dévoreur d'au-dessus? Ah, l'empereur? Non, l'empereur d'Adolphar il met de l'avant comme ça, c'est un bon barbare qui s'en va à Val-Terreur, qui s'en va dans l'Ouest. Ça, c'est un bon... tu sais, les premiers textes que tu avais livrés, c'était comme des appels à devenir aventurier. Ouais. Voici nos exemples d'aventuriers. Puis toi, tu nous fais des parangons d'aventuriers comme des personnages parfaits là, qui partent vers l'Ouest comme on devrait faire. Ouais. Puis ça, c'est de la propagande basée sur un personnage héroïque qui est élevé à donner un exemple, oui, c'est ça, mais quand l'autorité comme le pointe en comédien exemple... dans Watchmen était amené par les États-Unis comme étant genre, hey, lui, il nous représente au Vietnam, il sauve le monde. Ouais. Finalement, quand la personne revient, on essaie de cacher le réveil brutal. Le réveil brutal, exact. The Boys aussi, on pense à la série Absolument. The Boys. The Boys, c'est ça. Ce n'est que ça. C'est que ça, mais en fait, c'est un satire de ça. Ouais. Ça ligne dans tout ça. Exactement. Ouais. C'est le thème principal dans The Boys. Puis ça, c'est les œuvres d'art qui dépeignent, puis on en a dans le vrai monde aussi, parce qu'il y a toujours eu des pièces de théâtre qui racontaient la vie d'Édipe, puis c'était ces figures-là qui étaient racontées, puis leur grande tragédie ou la grande comédie autour de leur... Encore une fois, à travers l'interprétation de la personne qui montait ces pièces-là. Fait que tout ce filtre-là s'applique après ça, puis ça déforme, veut pas, les expériences, parce que tout n'est que perception. Là. La vérité, c'est une perception. T'as pas l'histoire de, je sais pas, de Thésée, puis t'as pas l'histoire de Thésée, t'as l'histoire que Sophocle voulait bien te dire de ce que lui, il avait entendu parler par Homère de Thésée. Transformé par son biais, ça peut être patriotique, ça peut être... Ses intérêts personnels, ne serait-ce que... Ce que tu vois, toi, c'est une mise en scène faite par Serge Denoncourt. Qui a un autre c'est comme, il y a des layers de plus. Annie, t'es-tu correct? Oui, Annie, je m'excuse. J'ai la toux. Hey, mais fait que c'est ça. Moi, je terminerai, petit mot de la fin, parce que au niveau démiurgique, qu'est-ce que ça peut apporter de travailler sur ton hagiographie, sur tes légendes? Ça met en évidence les vertus qui sont importantes pour une communauté donnée. Fait que si tu as une communauté qui est vraiment définie par une valeur,
de dire que ces légendes, ces saints, ces personnes importantes, ces personnages historiques importants... deviennent des allégories de cette valeur-là. Exactement. Ben oui. Puis devrait de représenter fois 1000. Vraiment ce en quoi cette communauté-là croit. Ça sert aussi à inspirer l'admiration ou la crainte. Fait que manipuler. De te servir de ces deux sentiments-là pour vraiment voir est-ce qu'on est du spectre plus de l'admiration ou de la crainte. Puis aussi, un petit exercice intéressant, ce serait de voir, oui, il y a des personnes légendaires, mais les fameux objets légendaires, les reliques, peuvent découler de ces mythes-là que tu crées pour ton univers. Le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, j'en ai une couple, la lance de Longin, qui est la lance qui aurait percé le flanc de Jésus sur la croix. La couronne de fer de Lombardie, que tu peux aller voir, est dans une cathédrale en Italie. C'est une couronne qui aurait supposément été faite à partir d'un des clous de la Passion. Le Saint Graal, évidemment, là, qui vient d'une légende. Ou des fois, ça peut être des choses qui sont... Là, j'ai tous des trucs très comme religieux. Catholique, très ouais. Mais tu sais, genre le Hollandais volant. Oui. Qui est un navire fantôme. Un navire pirate. C'est un objet en tant que tel, c'est tactile. Fait que dans ton univers, réfléchir à quels objets peuvent découler de l'influence de ces légendes. Oui, puis il y a des objets, si je me rappelle bien, le sceptre, le bâton avec lequel Agamemnon pétait des gueules pendant la guerre de Troie, et était un bâton qui, après ça, a été repris, qui est devenu le symbole du sceptre en général. Comme si tu es un roi, tu dois avoir un bâton. Puis si tu es un juge grec, un juge ou un homme de loi ou quelque chose, il faut que tu aies un bâton pour montrer que tu es comme Agamemnon au départ. Mais lui, dans le fond, il pétait des gueules avec son quarterstaff comme Gandalf à Minas Tirith. Là. Exact. Ouais. Dans Le Seigneur des Anneaux, toutes les épées qui ont été maniées par des personnages historiques, l'anneau en tant que tel, tu sais, il y en a plein. Dans ton univers, je pense que ça peut être fertile de te fier ou de développer tes mythes, tes légendes, ton hagiographie, puis après ça, de faire des objets qui découlent de ça. Ça m'amène à une dernière petite idée. Let's go. Que c'est aussi possible de ramener ton héros légendaire dans ton histoire. Il peut avoir comme le fameux... Promised Hero, réincarnation du héros légendaire. Il peut avoir genre le héros légendaire qui est ramené des morts. Très Zelda dans ça. Très Zelda. Moi, je pensais au Fungus, tu sais. Tu pourrais faire une hagiographie du Fungus. Absolument, parce qu'il y a ce personnage-là a plusieurs vies, il se réincarne tout le temps. Puis, fait que tu peux jouer avec ça aussi, puis les ramener, tes héros de légende. Peut-être qu'ils sont super décevants dans la vraie vie. Ils ont tellement été élevés. Peut-être qu'ils étaient décevants au départ. Mais il n'y a rien de ça qui est vrai. Culturellement, cette personne-là est un saint. Puis quand tu le vois dans sa vraie vie maintenant, puis ça, c'est un trope en soi. Là, mais tu le vois dans sa vraie vie maintenant. Puis il est tellement don't meet your heroes. Comment ne pas être déçu d'une personne qui est élevée à un statut tellement exponentiel, tellement exagéré que c'est très difficile. Puis je pense que pour Claire, je pense que c'est pour ça aussi la célébrité dans nos temps modernes. C'est pour ça que les gens virent un peu crackpot. Je pense qu'ils sont pas capables de dealer avec ça. Absolument. Ouais. Hey, j'ai un texte à vous lire. Hey, j'ai C'était hâte. cool, cette petite conversation. Vraiment intéressant. On se voit de l'autre bord? On se voit de l'autre bord. OK, nice. à plus. C'était ma dernière descente. Je ne retournerai plus dans la caverne. C'était ma dernière traversée du Vikchem, avec ses colossales dunes de sel qu'on dirait qu'on voit jamais l'autre bord, avec ses nuits glaciales et silencieuses jusqu'à temps qu'un oiseau de proie décide de profaner le calme, avec ces tempêtes qui grugent jusqu'à l'os les mains de mes disciples tartaréens, qui dévorent la chitine de nos montures avec appétit sans laisser de traces. Je ne traverserai plus les eaux troubles de la déchirure, avec ces patrouilles véniliennes comptables qui mesurent, pèsent et jugent, avec ces contrebandiers salaciens qui taxent, pillent et échantillonnent, avec son crachin pernicieux qui transperce, qui te prend par surprise puis qui te fait revirer de bord. Je ne chercherai plus mon chemin dans le labyrinthe tranquille, avec son armée de démons dociles qui attendent, qui talonnent ma procession, avec son panorama de désolation toxique qui dissuade et encourage à la fois que peut-être que t'es sur le bon chemin, mais finalement non. Non. Cette fois, je laisse le dormeur dormir. Bon, je le sais, c'est pas la première fois que je dis ça, mais là, c'est vrai. Comme chaque année,
les survivants de la procession ainsi que moi-même bandons nos yeux avant de descendre. Même si on n'apporte aucune flamme avec nous, puis même s'il y a plusieurs centaines de mètres de roc et de terre qui nous séparent de la surface. On le fait parce que c'est ce qu'il demande. On descend à tâtons pendant ce qui nous semble être des heures. Sous nos doigts, les murs bougent, se décalent et se repositionnent. Le souffle tiède de sa respiration nous traverse par vagues depuis notre entrée. L'odeur est si insupportable qu'un des disciples s'étouffe et vomit. Il a dû perdre son bandeau à un moment ou un autre parce qu'il disparaît après un cri étouffé. Une bruine chaude asperge ma joue. Je me dégoûte en me laissant espérer que c'est celui qui a perdu ses mains dans le désert, que ce serait économique. Je réfléchis comme lui. Les autres tiennent bon et résistent à l'envie de s'enfuir, ou pire, de regarder. On atteint l'antichambre, accueilli par le parfum des ingrédients nécessaires à la fabrication du solvant. On opère dans les ténèbres en utilisant nos autres sens. On mesure au toucher, on identifie au goût, on mélange et mixe à l'oreille. Plusieurs heures s'écoulent, le solvant est prêt. Comme toujours, j'entre seul dans l'immense chambre. Son sommeil est troublé. Ses spasmes font trembler le sol. Comme il doit être immense! J'ai peine à garder mon voile. Il murmure, un son guttural, assourdissant, qui me pousse à genoux, comme le tonnerre sur la pierre. J'atteins finalement le bénitier et je m'en sers pour me relever, avant d'y verser la mixture. Je l'agrippe fermement au risque de tomber. C'est la galerie complète qui semble basculer à son réveil. Il se racle la gorge et tout saute, ce qui me propulse jusqu'à l'aube de l'antichambre. Coccinelle, je rampe jusqu'à lui et touche sa... Je sais pas ce que je touche. Sa métamorphose est complète. Je le sens frémir, puis se calmer. Je ne dispose que de quelques minutes pour le mettre à jour. Date, migration, accords diplomatiques, renseignements, découvertes, naissance, décès, maladie, sécheresse. Sa respiration ralentit, plus que quelques secondes. Je risque une digression. « Papa, est-ce que tu gagnes? » J'entends les disciples prier pour mon salut. J'entends le colosse sombrer à nouveau dans son long repos. Je décide de jouer le tout pour le tout. Mes yeux s'ajustent à l'obscurité et je vois mon père. Je vois son sacrifice. Élec, la main gauche de Dieu, celle qui punit. Xelec Jesek Asek Jedef, le dévoreur d'au-dessus, qui mène une guerre secrète contre Aranea. Une guerre qu'il perd. Mon regard se pose sur sa tête, sur les 8 excroissances qu'il suspende aux parois de la chambre. J'analyse les parois, les milliers de mains qui s'agrippent les unes aux autres et qui forment la caverne comme un organisme colonial. J'ai désobéi. Les murs se referment. Je bouscule les Tartaréens sur mon chemin dans l'espoir de ralentir les démons. Ça fonctionne. Je ne retournerai plus dans la caverne. Chaque seconde d'éveil laisse les Aranéens prendre du terrain. Il est notre rempart. C'était ma dernière descente. Je ne retournerai plus dans la caverne. Wow. Fait que tu vas-y retourner ou... Ah, on sait pas. On sait pas. Ça serait pas la dernière fois qu'elle dit qu'elle y retournera pas, mais qu'elle y retourne. Merci, Julien. C'était beau, ça. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu viens de nous livrer qui est dans le ton, le mood. Fait que j'ai beaucoup plus apprécié t'entendre le lire que le lire de mon bar. Nice. Il y avait beaucoup qui étaient rendus par le delivery. Ouais. Cool. C'est vraiment ça qui m'animait à l'écriture. Je savais que c'était quelque chose que dans la lecture, il y a beaucoup de je fais ça, je regarde là, il se passe ça, je fais ça. Fait que dans ma tête, c'était vraiment quelque chose qui devait être lu, comme une hagiographie.
pour quelqu'un qui suit pas Valterreur, qui connaît pas vraiment... oui, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vient de vivre, c'est ça, là? Est-ce que... premièrement, je veux dire, ce texte-là est dans le ton puis dans le mood, c'est clair, mais qu'est-ce qu'il communique va être complètement incompris par quelqu'un qui connaît pas ton univers. OK. Fait que, mais non, mais c'est cool. Mais peux-tu peut-être nous amener dans la bonne piste? On a plein d'éléments qu'on reconnaît si on a suivi comme du monde, là, mais je pense que mon regard est peut-être plus informé que des gens qui nous écoutent parce que je prends beaucoup de temps à essayer de comprendre tout ce que tu livres. Uh-huh. Puis même moi, je rate beaucoup de choses là-dedans, je pense. OK, cool. Fait que veux-tu nous en parler, s'il te plaît? Ouais. C'est un suivi sur 2 textes. Là, j'ai pas les codes des textes. Je vais les trouver, ça sera pas très long. Mais c'est le premier... épisode... Non, ça aurait été fort. Hey, c'était bien l'épisode 13 tantôt, si jamais... Non. If it matters. Ah ouais. Alors... Je le savais que c'était bien, je connais, mais je fais semblant d'être surpris. Genre, ouais! Je le sais, je les connais tous. J'étais sûr que j'avais écrit dans notre conversation, mais c'est follow-up à Livre de prière aranéenne. Puis le testament de Xelek, je sais que c'est que je def, à sa fille. Puis aussi à ta description des dormeurs, tu sais, qui est arrivé dans un autre épisode en autre année. Ouais, puis là, je le dis une fois, là, je vais laisser le dormeur dormir. Mais on comprend que c'est un dormeur. Ça passe vite, ouais. Mm-hmm. Donc, on suit... Mais elle a aussi son élixir, là, tu sais, elle a son le solvant, ouais, qu'elle fabrique sur place, ouais. Fait que ce que j'essaie d'installer dans mon canon, là, avec ce texte-là, c'est que la fille du dévoreur d'au-dessus. On sait, le dévoreur d'au-dessus, c'est une légende montée de toutes pièces pour plonger un des sophonthes de mon univers dans la crainte et l'ignorance. Le peuple des édificiers. Le peuple des édificiers, oui. Qui, pour des raisons que vous pourrez revisiter dans les textes précédents, vivent une sorte d'âge des ténèbres qui est provoqué par le leadership de cette communauté-là. Dans le fond, on a inventé de toutes pièces une légende qui prévient, qui empêche ce peuple-là de sortir à la surface, d'être sur une quête de recherche et de développement des technologies, de la science. Donc, on est très traditionnaliste, agricole. La culture, c'est de la musique, là, c'est tout. Là. Et on suit, c'est un texte que la fille de ce fameux dévoreur d'en dessous-là écrit. D'au-dessus, oui, excusez. Et elle rejoint, on comprend qu'elle rejoint chaque année, chaque tour autour du soleil, le repère de cette créature légendaire-là. On apprend que c'est un dormeur, maintenant, et qu'il est infecté par le parasite aranéen. Si on est à l'écoute, on sait que le parasite aranéen n'infecte que les gens qui volontairement font le rituel. Donc, ce que j'essaie de communiquer, c'est que Xelek Jesek Asek Jedef, qui est comme cet édificier-là de l'âge d'or, qui est un être immortel, génétiquement parfait. Lui, d'ailleurs, qui a créé la légende du dévoreur d'au-dessus. C'est son plan à lui. Il est l'architecte de ce plan-là. C'est le Napoléon, tu sais, il a créé comme sa propre légende autour de lui. Exact. A décidé volontairement de rejoindre ce parasite-là, qui est comme une entité cosmique, comment on dit ça, un hive mind en français. Qui est comme un genre de monde que toutes les personnes infectées peuvent rejoindre. Donc, il dort. Il est maintenant un dormeur, qui est comme un état de stase qui est prolongé de façon chimique. Puis, dans cet état-là, mène une lutte psychique contre la volonté d'Aranéa, dans l'espoir de ralentir la progression de ce parasite. Ouais. Et là, on la suit, elle, pendant qu'elle va réveiller son père. Il faut savoir que dans le concept que tu nous as déjà expliqué des dormeurs, les dormeurs sont des repositoires de connaissances, des encyclopédies dormantes. Ouais. Et puis, donc, c'est comme les ordinateurs. C'est un ordinateur que tu peux partir une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'on comprend qu'une fois par année, elle réveille son père.
Puis là, elle dit, tu sais, t'as même une liste, là. Ouais. Elle met au courant des accords diplomatiques, des renseignements, des découvertes. Elle met à jour, tu sais. Ouais. Là, on est rendu en telle année, c'est passé ça. Fait qu'elle download du data dans Exact. son père. S'il y a une affaire qui est importante avec un ordinateur, c'est les mises à jour. Moi, j'ai un PC avec Windows. Puis je vais dire... 95. Ouais. Fait que, elle met à jour, mais normalement, un dormeur servirait aussi à retirer de l'information. Tu sais, si tu trouves un dormeur puis il n'a pas été réveillé depuis des siècles. L'Internet, là. C'est ça, exactement. C'est l'Internet. C'est l'Internet, mais en réseau local. Exact. Puis... c'est un intranet. Il n'est pas sur le Wi-Fi. Puis elle, à la place d'en tirer de l'information, elle fait juste en mettre dedans, puis elle le rendort parce que, au lieu d'être paisiblement endormi, il mène ce combat-là contre Aranea dans un genre de plan réalité alternative qui vit dans l'imaginaire, dans le psychédélique, là, dans sa tête à lui, parce que c'est comme ça qu'Aranea fonctionne. Puis lui, il est plugué dans le Hive Mind. On apprend qu'il réussit à lui résister. OK. Parce que aussi, tu as le côté intéressant des Hive Mind, puis on va en parler plus tard en parlant de Mass Effect, puis je vous avais parlé d'Animorph aussi un peu, qui explore le concept du Hive Mind. Dans 2 semaines, on va tomber là-dedans. Ben oui, exactement. Mais c'est ça, le concept du Hive Mind aussi est intéressant dans le point où est-ce que tu peux utiliser ça à ton avantage si tu veux corrompre un réseau, implanter des idées pour les utiliser après ça. Ça peut devenir intéressant dans le storytelling de tout ça. C'est un peu comme s'il était devenu un virus dans le réseau aranéen. Là. Puis dans mon livre de prière aranéenne, qui est comme, je pense, mon 3e texte, il y avait des références à l'adversaire. Qui est comme quelque chose qui s'oppose. Fait que Xelek GDF, c'est l'adversaire. Oui, exact. Ouf. Ouais, ça commence à être... Ça faisait des mois que j'avais pas dit ce mot-là. Ça paraît. C'est dur de ne pas se fouler la gueule là, en tombant dans ces voyelles-là. Je me suis fait une entorse en mâchoire. Mais je pense que le moment clé du texte, c'est quand elle décide... Tu sais, normalement, on sent qu'à chaque année, elle fait sa job. C'est très protocolaire. Il y a c'est même religieux. Là, il y a des gens un devoir, oui, un sens de devoir là, par rapport à ça. Parce qu'il fonctionne comme ça, Xelek, Gesek, Asek, Gedef. Il fonctionne en construisant sa propre légende. Mm-hmm. Fait que pour s'assurer qu'à chaque année, quelqu'un vienne vérifier son état, ça fait partie d'un rituel, puis on n'a pas le choix de faire ce pèlerinage-là chaque année. Elle, sa fille, elle le ferait. Mais parce que c'est sa fille, c'est ça. Elle ne peut pas vraiment y arriver. Fait que il y a tout ce processus-là qu'on ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle y va, tu sais, elle va là-bas avec des personnes qui sont attitrées à cette tâche-là, qui le font par devoir religieux. Mais elle, cette fois-là, elle n'en peut plus de pas voir son père. Fait qu'elle enlève son voile parce que c'est supposé être fait dans l'obscurité puis dans le pilgrimage et le don de soi et de... Puis... dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Fait qu'elle peut témoigner de sa métamorphose, que j'appelle. Puis sa métamorphose, elle en parle avant de parler des 8 excroissances qui sortent de sa tête puis qui l'agrippent aux parois de la chambre. Fait que sa métamorphose, c'est sa métamorphose en mythe. Xelek, Gesek, Asek, Gedef. La créature, le dévoreur d'au-dessus, Fait que déjà là, il est complètement transformé par cette expérience-là, mais en plus, il est infecté par le parasite. Fait que il y a comme 2 métamorphoses. Ouais, c'est ça. Mais il y en a une qui est plus physique, puis l'autre qui est plus psychique. Il y en a une qui est carrément réputationnelle. Oui, exact. Puis, c'est quoi le rôle du solvant là-dedans? OK, bien ça remonte à mes dormeurs. Ça me fait plaisir de faire une mise à jour. Dans le fond, j'ai fait un texte qui parle des différentes tribus ou des différents clans d'édificiers, puis comment ils ont, dans leur recherche de l'immortalité, fait différentes découvertes. Il y en a qui ont développé l'écriture, il y en a qui ont développé le vin des morts, qui est un vin qu'on fait avec les restes d'un édificier de défunt. Très Fight Club. Et en absorbant ce liquide-là, on peut comme absorber la mémoire de... En tout cas, c'est ce qui est cru. Il y en a qui vont réussir, avec les sels du désert, à préserver indéfiniment les corps des édifiants en créant une réaction chimique qui les met en genre de pause.
de momifier, mettons. Oui, mais on est encore vivant. OK. C'est juste que tes signes vitaux sont complètement c'est au ralenti. Là, les gens qui subissent ça, c'est les dormeurs. Ouais. OK. Ils deviennent des disques durs, puis tu les réveilles de temps en temps, rarement. Avec le solvant. Avec le solvant, ils ont comme un truc. Comment tu l'appliques, ce solvant-là? Normalement, il faudrait le boire. Là. Okay. Mais étant donné qu'elle ne voit rien, on y va les yeux bandés, puis on est dans le noir, puis étant donné la forme de l'entité, elle le verse dans ce que j'ai appelé le bénitier, là, mais c'est comme un genre de calice. Puis on comprend que c'est automatisé. Ça déverse, c'est peut-être même intraveineux, mais ça se déverse, puis ça l'active, ça réveille le dormeur. Puis comment il se rendort après? La quantité de solvant administré, le réveil. Seulement le nombre de temps qu'ils en ont besoin pour administrer les informations. Oui. OK. Puis, pour login. Les éditions ont toujours été dans une quête. Ben, c'est un peu le mot de passe. On comprend que c'est complexe comme mélange, que les ingrédients sont là puis qu'ils travaillent pendant des heures à mélanger le solvant, les quantités, la température. Là, c'est presque de l'alchimie. Ouais. Là. Fait que oui, c'est un mot de passe. C'est une façon de s'assurer que c'est pas n'importe qui réveille le dormeur. C'est ça, c'est choisissez les 8 bonnes fontaines dans ces images. Oui, exact. Tu peux tuer ton dormeur. Are you a robot? Si t'as pas les bonnes quantités. Mais qu'est-ce qui arrive justement si moi je vais dans la caverne puis avec des intentions vraiment mauvaises, là, ouais. Puis je drop juste genre un gallon de vodka dans le truc où je drop genre de la térébenthine. Ouais, probablement que tu tues le dormeur. Ouais. Sauf que genre cet endroit-là, il faut qu'il soit aussi. Sauf qu'il faut que tu saches que tu peux pas y aller sans tu sais, si tu y vas puis tu regardes, ben, tu vas voir que les murs sont en fait constitués de milliers de créatures puis ils vont se refermer sur toi. Tu sais, il y a des pièges dans cette caverne-là, il y a des choses. Ouais. Tu peux pas juste comme arriver là par hasard, tu sais. Ça prendrait quelqu'un qui est super éduqué sur moi, je ça. Je le vois comme vraiment un lieu d'aventure, là. Aussi, oui, pour les joueurs de Val-Terreur. C'est le labyrinthe tranquille. Il est sur une des cartes. C'est on l'a vu, c'est comme un marais. Oui, exact. Fait puis elle a dit avec son armée de démons dociles, cet endroit-là est peuplé de créatures qui servent à protéger la caverne. Puis elle a comme un droit de passage. Ouais. Fait que quand elle arrive là, il y a une armée de démons, mais tolère sa présence, il la laisse passer, tu sais. Mais n'importe qui arriverait par hasard. Fait que j'ai comme instauré aussi... Comment ils la reconnaissent? C'est par quoi? J'ai volontairement pas mis... Est-ce que tu as une idée un peu ou tu flottes entre plusieurs idées? Ouais, tu sais, j'avais un personnage, je sais pas si tu te souviens de ça, mais qui transportait une orbe. Ouais. Ben oui, l'orbe qui était dans le fond des Neptuniens, là. C'est avec l'orbe qui a vaincu les Neptuniens. C'est ça. Ouais. Il a coulé un navire neptunien au complet juste avec l'orbe. C'est un des objets qu'elle a avec elle puis qui lui donne un droit de passage. Mais je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de concepts. Ouais, t'es pas obligé de rajouter tout. Je me dis en disant juste démons dociles, tu sais, ça fait un peu plus poétique. C'est parce que ça te laisse aussi de l'espace pour si à un moment donné tu vas avoir un ha-ha moment. Toujours faire ça. C'est ça. Laisse-toi toujours un petit lousse. Là. Ouais. Puis est-ce que l'orbe a quelque chose de magique qui connecte avec les démons, puis c'est vraiment arcane, ou est-ce que les démons voient un objet qui est exactement leur objet symbolique, puis ils le reconnaissent, puis ils te respectent avec ça? En fait, moi, c'est vraiment la technologie est si avancée qu'on dirait de la magie. Fait que c'est arcane. C'est arcane, oui. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment cet objet-là. Tu peux pas comme faire un faux chez toi, puis... après ça, entrer dans le marécage puis espérer que ça va fonctionner. Ou tu peux, puis c'est une aventure intéressante. Absolument. Ouais. Fait que le barde de son faux truc, puis essaie de le croise passer. Tes doigts. Croise tes doigts. On passe devant les démons. Oui, fait que on avait parlé aussi dans le dernier épisode de maladie. Oui. Tu sais, j'avais mes humains qui arrivent dans ce monde-là. T'avais promis que t'allais parler de maladie. Comment les Aranéens se retrouvent dans ce monde-là? Comment ils sont arrivés, mais c'est clairement une infection. C'est clairement que les humains, la mission de colonisation embryonnaire, malencontreusement infecté ce monde-là par son arrivée. Fait que en même temps, je voulais aller là sur parler des Aranéens un peu plus. Puis tu as parlé de la géographie aussi. Absolument. Tu as tout fait? J'ai tout fait, j'ai tout coché les cases. Moi, j'ai reconnu dans quoi on se plaçait. Tu sais, au début, j'étais comme, c'est une histoire de dormeur. Puis j'ai reconnu dans quoi on se plaçait seulement quand il a dit coccinelle. Oui, parce qu'il appelait, dans le texte où il écrivait une lettre à sa fille, il l'appelait ma coccinelle. J'étais comme, c'est Xélec, c'est chez Taxet.
qui parle. C'est cette personne. Faut que j'apprenne à dire le dévoreur d'au-dessus. C'est tellement plus simple. Mais moi, ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que ton univers est tout le temps comme... Il est bicéphale. Hein? Il y a deux mondes. Maintenant, on le sait. Il y a l'Ouest, il y a la côte Ouest, puis il y a l'Empire adofarien. Uh-huh. Puis j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment quelle distance sépare les deux, mais c'est pas ça qui est important. C'est de comprendre qu'il y a deux mondes qui se parlent pas, qui coexistent en même temps. Puis... c'est le point central aux deux. Uh-huh. C'est le dévoreur d'au-dessus. Parce que le labyrinthe tranquille, c'est dans l'ouest, c'est sur la côte ouest. Fait que le dormeur réside dans ce monde-là, le monde des humains, mais sa légende appartient à l'Empire adofarien et aux édificiers qui sont là. Ils sont tous, ils ont toutes peur. Les édificiers que tu nous as présentés comme Mousse, puis ils viennent d'un monde qui craint le dévoreur d'au-dessus, tu sais. Ouais. Fait que c'est le point un peu central, le pivot entre tes deux mondes. C'est ce que je constate, là. Je suis dans le champ. Non, c'est absolument ça. Tu me regardes comme si j'étais dans le champ. Non, t'es pas dans le champ. C'est parce que ta face, le... parce qu'éventuellement, c'est ça que je veux développer. Oui, à date, on dit que mon univers s'appelle Val-Terreur. C'est le nom, c'est la ville ton frontalière. Mais c'est parce que c'est ton hub. C'est ça. C'est quelque chose qui agit comme ton hub. Fait que oui, ça devient, tu sais, un pilier narratif important dans ton histoire. Mais je veux commencer à développer ce qu'il y a de l'autre côté du hub. Puis la personne qui le fait, ce chemin-là, ben, c'est Xelek Gesek-Gesek-Jedef, puis sa fille, qu'on imagine qu'elle habitait dans les galeries, puis qu'à un moment donné, elle a découvert le testament de son père, puis elle a répondu à l'appel de son père, et elle s'est dirigée vers l'ouest. Elle a pris résidence quelque part avec une autre communauté d'édificiers qui vivent d'une autre façon, les Tartaréens. Mm-hmm. Puis, elle traverse le désert une fois par année pour s'en aller dans le labyrinthe tranquille réveiller son père. Aller là dans tes réflexions si tu n'avais pas passé un épisode de année à développer toutes les sectes puis les factions religieuses pour savoir que, il y a les Tartaréens qui croient à une partie des édificiers, puis le désert du Vikshem, puis etc. Fait que, tu sais, un moment donné, ça porte fruit tout ça, parce que là, tu as plein d'histoires qui peuvent émerger mettons, un épisode de Comme du Monde où tout ce que tu faisais, c'était parler des idées religieuses. Oui, exact. Oui, faut faire tout le legwork. Oui. Puis, ben oui, parce que sinon, tu sais, si tu mets pas des fondations solides pour bâtir dessus, ça devient shaky. Plus tu montes là-dedans, puis plus tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Mm-hmm. Fait que il faut que tu prennes le temps de le construire comme il faut, parce que c'est là, après ça, que ça fait des ratés narratifs si tu vas trop loin sans avoir établi tes bases. Là. Puis en faisant mes recherches pour la géographie, j'avais cette idée-là, comme on a dit tantôt, de réveil brutal. Puis aussi, c'est un réveil brutal. Elle est rien, là, dans le fond, là, la légende du dévoreur d'au-dessus, là, elle dort dans un trou. Ouais. Fait que aussi, mais tout est dans la perception, c'est ça. Craint le dévoreur, avant de se rendre compte que finalement, il n'y en a pas. Moi, ça tout à fait raison de plus craindre le dévoreur. Ben ouais, si à une époque, le dévoreur faisait sa job de dévoreur, ben là, il a fait plus. Mm-hmm. En tout cas, si on est chronologiquement ça se passe à quelle époque, on ne l'a pas exactement, mais Coccinelle est éternelle, est immortelle aussi. Fait que ça peut se passer à n'importe quelle époque. Oui, ça pourrait être loin dans le futur. Ça aussi, c'est intéressant de jouer avec ça. Elle parle des Véniliens et des Salaciens dans sa traversée de la déchirure. Fait qu'on peut les mettre en même temps, mais par rapport à ce qui se passe avec Mousse et avec les autres personnages, on n'a aucun repère pour savoir où ça se passe. Hey, la semaine prochaine, on parle de Mass Effect. OK, tu nous as coupé ça. Ah mon Dieu, j'ai tellement hâte. J'ai aimé ton texte, Julien. C'était cool. Oui, c'était génial. Mais c'est tout le temps très agréable. Puis oui, on parle d'un beau sujet chaud à mon cœur la semaine prochaine. Mass Effect, puis je vous livre un texte. Yeah! Nice. Ben, dans 2 semaines, en fait. Ouais. Merci, mes poussins. Bon 2 semaines. Wouh! Comme du monde, un balado signé Joël Martin, Julien Lefort et Annie Bouffard. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.